dimanche 24 novembre 2019. Bienvenue, bonjour et merci d'être au rendez-vous de Dimanche Politique. Et ce dimanche encore, nous apprendrons davantage de la vie politique et professionnelle d'un personnage. Et après l'infernale et bien intéressante 12 minutes de Corneille Haïsset, vous aurez les perspectives de l'invité et bien évidemment son agenda. Dimanche Politique accueille ce matin un natif de la commune de Zakota. Nous sommes dans le zoo. Il est ingénieur, statisticien, spécialiste de la planification et de suivi-évaluation. Il fut élu de la 24e circonscription électorale sur la liste des forces courir pour un Bénin émergent, et ceci pour le compte de la 7e législature, même s'il n'a pas siégé. Vous le saurez davantage dans cette émission. Il est ancien ministre du gouvernement du président Boni Yayi. Il fut respectivement ministre chargé des relations avec les institutions et ministre des Travaux publics et des Transports. Mais que dis-je? Ancien membre des forces courir pour un Bénin émergent ou transfuge des FCBE. Notre invité est désormais membre fondateur du Bloc républicain. Il abordera avec nous différents sujets, entre autres la réforme du système partisan qui induit un nouveau code électoral, sans oublier la charte des partis politiques, la modification de la loi fondamentale, la loi sur l'amnistie et la courte escale de l'ancien président Boni Yayi au Bénin. Ce sont là, entre autres, les sujets à aborder. Monsieur Gustave Despossonon, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Davon. Alors, vous endossez cette brève présentation que je viens de faire de vous? Donc, vous savez que c'est bref. Si c'est bref, je crois que c'est un résumé assez succinct. Ce que je pourrais ajouter, puisque vous avez commencé par les différents postes de responsabilité les plus élevés que j'ai eu à occuper, c'est que quelque part, on n'est pas directement responsable. N'est-ce pas? Oui, il y a eu un parcours, il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin, parce que c'est vrai, après mes études secondaires où j'ai pu obtenir le bac, bon, à l'époque on parlait de série ST, pour ne pas dire série C, en 1987. J'ai intégré l'actuel l'ENEAM, je crois l'ESILNE, et ça m'a permis de finir le diplôme d'ingénieur des travaux statistiques en 91. Voilà. Mais très tôt, je suis rentré dans la vie active par rapport, et en ce moment, vous comprenez que c'était le début du renouveau démocratique. Où il y a eu le libéralisme économique. Donc, j'ai dû intégrer le secteur privé par l'enseignement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rencontré et ça faisait vraiment plaisir. Une de vos anciens élèves. Oh, oui, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'ai été directeur des études dans une grande université qui existe encore pendant 7 ans. Avant d'intégrer dans la fonction publique, où mon premier poste d'affectation, je crois, c'est l'Atakora. D'accord, vous avez démarré par le Nord. Oui, c'est pourquoi je dis aux jeunes, parfois les gens se disent, mais aller travailler dans une brousse, c'est-à-dire que ça fait un peu chaud là, on te demande d'intervenir pour qu'on puisse les classer à Cotonou, etc. Mais tout le monde veut officier à Cotonou. Non, moi j'ai toujours dit aux gens, il faut laisser le sort jouer quelque part. J'ai fait 2 ans à Natitingou, à la direction départementale de la santé. C'est pour ça que beaucoup me confondent à un ingénieur des travaux publics. C'est vrai, j'ai fait plus de 6 ans, 7 ans au ministère des Travaux publics, mais en tant que statisticien. Sinon, je suis du secteur santé. Donc c'est pour dire que j'ai, dans un premier temps, été chef de service, parce que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas tombé ministre comme ça, que si c'est dans l'armée, on dira que je suis un officier sac au dos. C'est-à-dire j'ai gravi toutes les échelons, chef de service, directeur, adjoint, directeur d'abord, puis, ministre chargé des relations avec les institutions. Et après, ministre en charge des travaux publics. C'est bon à savoir, parce que ce n'est que le poste le plus visible que nous connaissons, ministre, sinon d'un poste ministériel à un autre. Mais maintenant, il y a eu avant ça. Maintenant, par rapport à la présentation politique, puisque vous avez dit que transfuge, non. Au moment où j'étais membre FCBE, ce n'était pas un parti politique. Et vous comprenez, c'est l'une des lacunes du système partisan. C'est-à-dire que l'ancien système partisan permettait à n'importe qui, vous pouvez être un individu comme un groupe politique,
vous pouvez aller rassembler 2 ou 3 personnes pour dire que vous avez formé un mouvement de jeunes et ça vous permet d'intégrer une alliance. Donc l'alliance au pouvoir à l'époque qui a été créée en 2007, c'était l'alliance FCBE. Oui. Et en toute sincérité, j'y étais en tant qu'individu. Je n'avais même pas de parti politique. Je n'avais non plus de mouvement politique parce que j'avais refusé. J'ai refusé des activités politiques à l'époque. Donc c'est ma nomination en tant que ministre chargé des relations avec les institutions et avec ma participation aux élections législatives en 2015 qui m'a réintégré, je vais dire réintégré dans la politique. Sinon, en réalité, j'étais un militant du Parti communiste du Bénin. Ça, c'est là où j'ai appris les premières armes en politique. Et je savais que c'était un parti vraiment bien organisé. Monsieur le ministre... D'ailleurs, à l'époque, quand vous êtes étudiant, là, c'était presque un passage obligé pour tous les jeunes de ma génération. On passe par le militantisme. Ah oui. On l'apprend au niveau du Parti communiste. Mais j'ai quitté le Parti communiste depuis 1999. Sinon, en 1995, j'ai été aux législatives sous la couleur des communistes. Ah oui, déjà? Ah oui. Bon, mais c'était pas connu de tous. Mais justement, bon, comme je n'étais pas élu député, et puis depuis aussi, le Parti communiste n'a eu qu'un seul siège qui a été par la suite invalidé en 1995. C'est pour ça que, bon, beaucoup ont cru qu'en 2014-2015, où on a constaté à me retrouver dans l'arène politique, on s'est dit, bon, il sort d'où, etc. Non. J'ai appris le militantisme. Je l'ai dit, vous faites désormais partie du parti bloc républicain. Mais oui. Qu'est-ce qui justifie le divorce d'avec votre ancienne famille politique? Non, est-ce que c'est justement ce que je vous dis. Alliance, c'est un regroupement de partis politiques, de mouvements politiques et de personnalités. Mais c'est comme des morceaux qu'on racole. Et pour atteindre un objectif donné. Une fois l'objectif est atteint, vous êtes libre de poursuivre le chemin, comme vous êtes aussi libre de... Bon, chacun s'éclate encore. C'est l'une des raisons pour lesquelles le système partisan a dit il faut maintenant chercher à consolider les partis politiques. Donc, je n'avais aucun engagement, puisque ce n'était pas un parti politique. Et en toute sincérité, ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais vous abhorriez les couleurs des FCBE Je l'ai fait parce qu'à l'époque, il était retenu que j'aille aux élections législatives. Ça, c'est connu de tout le monde. Et par rapport à ça, la population de la 24e circonscription, que je remercie au passage, ont cru en moi et ont milité sans ressources et m'ont porté pour que je puisse les représenter désormais au Parlement. Mais personnellement, je savais que je n'allais pas siéger. Et j'avais dit à l'époque, en toute sincérité, l'âme politique, c'est le Parlement. Si je ne siège pas au Parlement, je ne poursuis pas le combat politique. Je me retire et je termine ma carrière professionnelle. Et j'ai privilégié ma carrière professionnelle et c'est depuis 2014 que je disais que je n'avais aucune ambition politique. Donc c'est pour ça que librement, après un mois... Monsieur Gustave Dépôt-Sonon, avant de quitter ce chapitre découverte de votre personnage, comment appréciez-vous aujourd'hui les institutions sous la rupture, puisque vous fûtes, je l'ai dit, ancien ministre chargé des relations avec les institutions? Bon, ce que les gens ne savent pas, même sous les autres régimes, depuis 1990, où nous avons opté pour le renouveau démocratique, avec un régime présidentiel de type fort, on a l'habitude de dire type fort. Pourquoi? Parce que le président détient vraiment tous les pouvoirs. Et par rapport à ça, il était déjà prévu que le président puisse déléguer ses fonctions à un ministre, notamment chargé des relations avec les institutions, pour que ce dernier puisse travailler avec les différentes institutions pour qu'on puisse travailler dans un espace institutionnel apaisé.
Donc ce qui se passe aujourd'hui, où on estime qu'il y a de complicité entre les institutions, je crois que... On estime ou c'est ce qui est? C'est ce qui transparaît? C'est ce que je vous dis. Pourquoi on parle d'un ministre chargé des relations avec les institutions, qui est directement relié au président de la République. Et c'est le rôle que moi j'avais joué à mon temps, et je crois qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont joué ce rôle. Le premier à occuper ce portefeuille cumulativement, je crois, avec le ministère des Affaires étrangères, c'est le professeur Hulot. Et j'ai eu beaucoup d'expérience. Voilà. Donc ce portefeuille nous permettait d'être en contact et avec l'opposition, avec la mouvance, avec la société civile, de manière à ce que le gouvernement puisse travailler dans un espace apaisé. Sans la paix, vous ne pouvez pas connaître la prospérité. Donc, c'est ce qui fait que c'est tout à fait normal que dans un régime présidentiel, on puisse avoir ce calme-là. Aujourd'hui, on a au moins ce calme. Bon, oui, vous l'appelez calme, vous savez, à l'époque, à l'ère du docteur Boliaï, on évoquait la logique du pipan que vous connaissez. Mais maintenant, il y a un peu comme cette logique, mais qui ne dit pas son nom. Bon, le problème, chacun n'a qu'à faire son examen de conscience pour dire quand ça fonctionnait comme ça et quand ça fonctionne comme ceci, là, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait, c'est le plus important. Qu'est-ce que le peuple veut? Entre nous, c'est à côté de nous qu'on s'agite. Vous allez, moi, dans ma 24e circonscription électorale, la preuve, j'ai toujours l'habitude de dire que pour les législatives, qu'on estime que le taux de participation, c'est le cas, etc., nous, on atteignait les 60%. C'est pour vous dire que le peuple ne veut que le pain, la paix, le pain. Que ça fonctionne. Si en haut, les leaders peuvent s'entendre dans l'intérêt supérieur de la nation. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez dit le peuple n'aspire qu'au pain et à la paix. Oui. Le peuple aujourd'hui, le peuple, celui du Bénin, a-t-il ces deux concepts? A-t-il le pain? A-t-il la paix? On va y revenir tout à l'heure. Ouvrons maintenant le second chapitre, Monsieur le ministre Gustave Desposseaux, l'actualité sociopolitique au Bénin. Alors, comment appréciez-vous la météo sociale qui prévaut au Bénin? Oh, qu'est-ce que vous mettez dans météo sociale? Bon, je sais que c'est vous qui posez les questions. Quels sont les paramètres? Sinon, c'est une question assez vague. Je peux vous le repréciser davantage, oui, quitte à vous permettre de l'appréhender. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui le calme tendu qui prévaut entre les deux grandes tendances, la mouvance et l'opposition? Enfin, l'opposition et celle radicale aussi. Donc, vous savez, je crois, depuis fin 2016, j'alertais déjà pour dire qu'il faut qu'on aille à la pacification du pays. Et je crois que vous m'avez reçu aussi sur cette émission, si ma mémoire est bonne, je crois que ça doit être en août 2017. Et quand il m'était demandé de conclure, j'avais dit pensons à la pacification du pays. Donc mon attitude aujourd'hui s'inscrivait dans cette logique depuis. Et c'est pour ça que je n'aime pas prendre des positions publiques qui vont rallumer davantage. Aujourd'hui, il y a une fracture, il faut le reconnaître. C'est comme si on fait deux camps, où les deux camps, chacun se regarde en chien de faïence. Et il faudrait que... Vous faites bien de le dire. Non, il faudrait quand même qu'à un moment donné, on s'asseye et que chacun fasse son examen de conscience pour dire, mais cette attitude que j'adopte pour le pays, depuis, qu'est-ce que ça apporte au peuple béninois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand je parlais du peuple tout à l'heure, j'ai l'habitude de dire que l'opposition a toujours l'habitude de caresser le peuple. L'opposition, bon, vous dira, si c'était l'opposition qui était là maintenant, vous dira non, nous on parle au nom du peuple, nous on parle au nom du peuple, comme si le gouvernement qui s'évertue à travailler tous les jours, nuit et jour plutôt, ne fait rien pour le peuple. C'est pour dire que nous traversons, ça, il ne faut pas se le cacher, une situation particulière. Une situation particulière où chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour qu'on puisse penser globalement dans l'intérêt supérieur de la nation.
Sinon, de plus en plus, les positions se radicalisent. Et ce n'est pas bien. Monsieur Gustave Despots, Sono, ce serait une grosse erreur de ne pas l'évoquer. Le Bénin a accueilli depuis ce mercredi l'ancien chef d'État Boni Yayi. Votre lecture de ce court retour de votre ancien patron? Non, le docteur Boni Yayi est allé, je crois, après les événements malheureux post-électoral, avec une situation particulière. Et par rapport à cette situation particulière, il était allé à l'extérieur pour suivre des soins. Bon, des échanges, il a été rapporté qu'il n'est pas totalement guéri et qu'il devrait encore repartir. Je n'ai pas trop de jugement à porter par rapport à cette situation parce que vous-même, vous savez les circonstances dans lesquelles il est parti. Et nous savons qu'après le dialogue politique, il y a eu l'une des recommandations, c'était qu'on aille vers la pacification du pays. Oui. Et cette pacification passait par le pardon. Vous savez, vouloir chercher nécessairement le coupable avant de pardonner, parfois, c'est qu'on ne permet pas que la plaie se cicatrise. Je ne dis pas d'oublier ce qui s'est passé. Quand je prends, par exemple, quand je vois la situation de la Côte d'Ivoire, ça, je fais une petite parenthèse. Et regardez, pendant 8 ans, près de 8 ans ou 9 ans, le président Gbagbo a été détenu à la CPI. Et aujourd'hui, bon, on entend qu'il a été purement et simplement acquitté. Mais 8 ans dans la vie d'un individu, vous voyez que c'est... Mais on aurait pu, depuis 8 ans, s'asseoir pour dire on va se pardonner. Et je crois qu'on aurait pu avancer par rapport au développement de ce pays. C'est la même chose ici. Vouloir nécessairement dire il faut juger, il faut connaître les autres, il faut faire ceci. Donc c'est pour ça que j'ai salué la loi d'amnistie qui a été prise. Parce que ça a permis à nos jeunes frères, on a des jeunes frères qui consciemment ou inconsciemment se sont retrouvés et être privés de liberté, ce n'est pas vraiment la joie. On ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Mais Dieu merci, quelles que soient les critiques qu'on va faire, ils ont retrouvé leur liberté. Je crois que c'est dans cette même logique que le président Dr Boni Yayi a effectué librement. Et je dis bien librement parce que vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs fois le juge d'instruction a écrit pour dire qu'il veut l'écouter. Oui. Vous savez que ça mettait mal à l'aise tout le monde dans le pays. Justement. Que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, ça mettait mal à l'aise tout le monde parce que tout le monde sait qui était Dr Boni Yayi pour le pays, etc. Donc, par rapport à ça, s'il y a apaisement, on ne peut que applaudir. Et j'ai toujours dit, en politique, lorsque vous voulez 5 choses et que le politique vous tend une chose, il ne faut pas faire la loi de tout ou rien. Tu prends d'abord et tu mets la main sur la seule chose là et tu commences pas à réclamer encore les 4 autres choses. Mais au Bénin et généralement en Afrique, nous faisons la loi de tout ou rien. Et c'est ça qui amène les différentes crises. On a eu cette amnistie et il y a eu l'apaisement. En tant que bon républicain aujourd'hui, quelles peuvent être encore vos relations avec votre ancien patron? Non. S'il était revenu s'installer complètement au Bénin, un coup de fil, une petite visite? Non, justement, c'est une erreur de croire que j'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux qui peuvent m'entendre, à mes parents, etc., pour dire, nous sommes tous des Béninois. La politique, ça, c'est autre chose. La politique, c'est la vision que chacun a pour le développement du pays. Et même si nous sommes des jumeaux, nous ne pouvons pas avoir les mêmes visions. C'est mon ancien patron. Il a fait ma promotion. Il reste mon ancien patron. Nous gardons les relations fraternelles. Attention, vous pouvez être des frères et sœurs ou vous n'allez pas appartenir aux mêmes formations politiques, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas des frères et sœurs, vous dormez
Parfois, il arrive que la femme fasse autre chose que l'homme fasse autre chose, mais pourtant, ils vivent dans le même lit. Donc, et puis, en fait, je n'ai aucune ambition en politique. Non. Non. Si j'avais cette... Pourquoi tenez-vous à le préciser? Je tiens à le préciser parce que beaucoup ont fait cette confusion comme si j'avais une carrière politique. Et que c'est pour pouvoir tenir que je suis obligé de rentrer. Je n'ai pas été, personne ne m'a obligé à rentrer dans aucun parti politique. J'ai simplement dit, en 2015, j'ai eu une population qui, malgré l'insuffisance de ressources, ont cru en moi et m'ont porté. Et en ce moment, leur problème, c'était que je puisse les représenter valablement au Parlement. Mais moi, je savais que je n'allais pas siéger. Et par rapport à ça, cette population estimait qu'elle n'était pas contente de moi. Ah oui. Alors, en conséquence, mais ont toujours cru en moi. Et ont voulu que je puisse toujours continuer à jouer le rôle de leader pour le développement de la zone. C'est à ce titre qu'il m'est difficile totalement de m'isoler de la politique. Et je leur ai dit, mon problème c'est Est-ce que vous aviez comme une obligation vis-à-vis de Non, l'obligation c'est ceci, monsieur d'abord. En fait, dans un groupe, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Dans ce groupe-là, il y en a qui veulent être simplement un simple conseiller de village. D'autres un chef de village, d'autres conseillers, d'autres maires, d'autres encore députés, d'autres pour trouver de petits postes, etc. Alors, certains estiment que, puisque nous, on a fait ça pour toi, toi tu nous abandonnes. Donc c'est à ce titre que je ne peux pas abandonner mes chères populations, mais je leur ai dit, je vous accompagne à une seule condition, que vous soyez unis, parce que unis, on est plus fort. C'est pour ça que c'est après analyse et après un certain constat que c'est la population fortement qui a souhaité que, puisque c'était une remise à plat au moment de la construction des différents blocs. On pouvait rester dans l'opposition, comme on pouvait rester dans l'UP, comme on pouvait rester dans le bloc républicain, on pouvait aller dans MOEL, dans UDPN, dans n'importe. Si c'est par rapport à mes intérêts propres à moi, si j'avais véritablement des visions politiques immédiates, je vous jure que ce n'est pas nécessairement le bloc républicain que je veux faire. Mais la population, puisque vous représentez une population, elle a opté majoritairement pour le bloc républicain. Et ça, j'accompagne. Et quand moi j'accompagne quelque chose... Vous partagez la position de Lazare Sewetor qui disait à l'avant-veille de l'avènement de Dr Boni Yayi que si on représente une population qui se trompe sur un idéal, il faut se permettre de se tromper avec cette population. Non, mais attends, en politique, vous représentez quoi? Vous représentez. Maintenant, je vous ai dit, si je devrais défendre mes propres intérêts, je crois que j'aurais pu faire d'autres choix, simplement. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je leur ai dit à ma population que je privilégie ma carrière professionnelle. Et c'est pour ça que je suis très peu... C'est-à-dire, je ne suis pas aussi visible comme tout le monde. À la politique. Ah oui, je ne suis pas aussi visible. On va ouvrir maintenant quelques pages, on va feuilleter quelques chapitres du tout nouveau code électoral avec vous, Gustave Depo-Sonon. Inutile de vous rappeler la célérité qui a entouré le vote, le contrôle de constitutionnalité, la promulgation de ces différents textes de loi. Mais avant, quelle lecture générale faites-vous de la pédagogie qui... entoure la réforme du système partisan? Oui, la réforme du système. Bon, vous savez, tous ceux qui ont au moins l'âge de la maturité, c'est-à-dire au moins 21 ans, en 1990, là, ont eu le temps d'étudier notre Constitution et ont leur lecture des différentes institutions. Mais ce qui est bien, nous apprécions de la même manière toutes les insuffisances de la loi fondamentale. Et quand on prend le système partisan,
c'est une erreur de croire que de laisser les gens faire la politique. Comme moi, je vous dis, je privilégie par exemple ma carrière professionnelle à la politique. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne la politique. Non. Parce que c'est la politique demain qui détermine tout. La politique peut mettre, c'est-à-dire que ça peut mettre en danger ta carrière professionnelle, ta carrière sociale, ça peut foutre totalement ta vie en danger. Ah oui. Ce qui fait que il est important de ne pas négliger. Donc, le système partisan, il y avait véritablement des défauts. Les défauts, on avait, j'ai eu à le dire tout à l'heure, quand vous prenez les alliances, on permettait aux formations politiques de se constituer en alliance pour aller aux élections. Mais vous savez comment ça se fait? L'alliance n'a pas une existence légale. L'alliance tire son existence légale de l'existence légale des différents... Lacune. Oui, l'existence légale des formations politiques et mouvements politiques qui la composent. Ce qui fait que c'était une forme de chantage. À la veille des élections, les mêmes personnes ont 2 ou 3 dossiers. Des ennemis d'hier se remettent ensemble rapidement juste pour atteindre un objectif. Et ça y est. Oui. Et ce qui est plus grave, c'est dit dans l'ancienne charte que lorsqu'une formation politique ne participe pas 2 fois de suite à une élection communale ou législative, cette formation politique perd son statut. Mais on n'arrivait pas à appliquer, à sanctionner ces partis politiques. Du moment où, à la veille d'une élection, cette même formation politique va faire une alliance avec d'autres formations politiques, ça veut dire que les 200 partis politiques qu'on dit, c'est virtuel, mais arrivent toujours à être impliqués d'une manière ou d'une autre dans une élection. Ça fait un peu forme de tricherie. Donc aujourd'hui, la lecture qu'on en fait, c'est quoi? C'est qu'on a mis des mesures que j'appelle des mesures coercitives pour obliger à renforcer le système partisan. C'est-à-dire que pour obliger à ce que, si vous voulez faire véritablement de la politique, que ce soit dans un cadre aussi formel qu'est une formation politique. Et là, on sait que vous défendez un idéal. Et désormais, la population aura à sanctionner non plus des individus, mais des formations politiques. Aujourd'hui, pour avoir été ministre sous Dr Bouriaï, malgré que c'est après que Dr Bouriaï a mis en place le parti politique, je dis le parti, je ne parle pas de l'alliance, on a tendance toujours à me lier pour dire, on me lie à la personne de Dr Bouriaï. On ne me lie pas à la formation pour estimer que je l'ai abandonné. Mais si vous l'interrogez, il vous le dira. Moi, je ne fais rien au hasard. J'ai eu des échanges en 2016 avec lui. Je lui ai dit, si je ne poursuis pas le combat au Parlement et que je cède mon fauteuil à mon suppléant, c'est que je m'occupe de ma carrière professionnelle. Et c'est ce que j'ai fait. Les gens sont étonnés. Il y a des gens qui m'appellent un lundi matin ou disent, bon, je veux te voir, est-ce que je peux passer à la maison? Je dis, mais, comment tu peux me retrouver à la maison un lundi matin? Puisque je dois aller au boulot. Et je suis étonné aussi de constater que les gens viennent me voir au boulot pour dire, mais toi, tu as été tout ça là, ministre aussi, et tu reprends. Je dis, mais attends, la carrière professionnelle, c'est différent d'une carrière politique. La carrière politique, on peut te bombarder, ministre, demain, bon, tu es descendu, mais il faut que... Mais moi, je ne suis pas opérateur économique, je suis agent de l'État, et je reprends mes fonctions librement, et c'est avec plaisir que je travaille. Alors, visitons rapidement, avant le 12 minutes de Corneille Haïssé, comme je l'ai dit, quelques innovations dans ces différents tests de loi, du nombre de sièges au Parlement, en passant par le duo présidentiel, sans ignorer le cautionnement qui est maintenant le plus raisonnable possible, qui, vous le savez, à l'époque était la plus hallucinante sur le continent et peut-être dans le monde. Gustave Desposonneau. Non, on avait souhaité au moment où le cautionnement était porté à 250 millions, etc. On avait souhaité même que les députés aillent au parrainage pour réduire le cautionnement. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait maintenant. Mais dans le même temps, nous critiquons encore aussi le parrainage. Oui. Le parrainage, c'est ce que... Le parrainage semble cacher du taillé sur mesure. Hein. Non.
vous savez, le monde n'est pas statique. Hein. Le monde n'est pas statique. Et il n'y a rien que vous puissiez faire et qui n'ait d'inconvénients et d'avantages. Oui, donc, quel que soit le parrainage est défini. Le parrainage est ouvert aux élus du peuple, aux maires, aux députés et aux maires. Vous n'êtes pas sans savoir. On aurait pu rendre plus ouvert, davantage ouvert je dirais, ce dispositif de parrainage. Monsieur Davor, il a fallu qu'on fasse ça et que vous puissiez maintenant commencer par dire on aurait pu, non. Oui. Mais si on ne le faisait pas, est-ce que vous allez proposer ça? On va faire des essais et on va améliorer. Mais les 77 maires aujourd'hui, on connaît les couleurs. C'est un peu ce que je vous dis. Ne parlons même plus des 83 de l'autre côté, à l'Assemblée. Alors, le monde n'est pas statique. Tout va s'ajuster. Je suis entièrement d'accord que le parrainage dans les circonstances actuelles, ça pose un réel problème. Ça pose des problèmes, ça pose des inquiétudes. Parce qu'aucun maire n'accepterait, enfin, n'oserait, je dirais. Non. Parrainer un opposant bon teint. N'oubliez pas qu'on dit que le parrainage commence en 2021. Oui. Mais avant 2021, oui, nous avons les locales à organiser. Justement, pour la transition. Pour la transition, 2020. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, par rapport à ces locales, vous ne savez pas encore quelle sera la configuration des maires. Et on a adossé au parrainage le statut. Cette configuration ne sera pas si différente de celle qui est en cours. Peut-être qu'elle se corserait davantage. Bon, chacun va se battre. Les 77 communes, nous, au niveau du bloc républicain, on estime qu'on aura la majorité. Seront colorées, soit républicains ou progressistes, ou à la limite UDBN et autres. Et on sait combien de partis officiels nous avons à ce jour. Non, M. Davor. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de l'émission, il faut que chacun fasse l'examen de conscience pour dire, depuis le renouveau démocratique, les différentes positions que j'ai eu à adopter, qu'est-ce que ça a apporté au Bénin? Est-ce que vous pouvez me dire, depuis 1990, si échec il y a par rapport à la gouvernance, par rapport à la gouvernance économique, etc., est-ce que c'est imputable à une formation politique? Non. Vous allez voir que c'est imputable à des individus. C'est imputable à des individus. Faudrait-il qu'on continue dans ces conditions? Et j'ai toujours l'habitude de dire, c'est nous-mêmes. 1991, nous avons porté massivement nos choix sur le président Soglo, qui a travaillé. Mais 1996, pour renouveler son mandat, nous avons dit non. Les mêmes qui ont dit non, en 1996, 2 ans après, on dit « je me suis trompé ». Vous êtes d'accord avec moi? Mais les leaders, je me suis trompé. 2006, même chose. Les mêmes ont dit « ah, je me suis trompé ». Et je crois que c'est ce qui a fait qu'on est allé à la refondation. Et le président Dallo a dit « d'accord, si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je fais, changement, asseyons-nous et nous allons voir quelles corrections nous allons faire pour toujours rester ensemble. » Certains sont restés ensemble, d'autres ont dit non. Et c'est ce qui a conduit... c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si on fait ce système de parrainage, doublé, parce qu'il ne faut pas prendre les choses isolément, doublé avec le statut de l'opposition. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que le statut de l'opposition n'a pas un statut qu'on craint. Aujourd'hui, normalement, on ne doit plus maintenant craindre si on est opposant ou non. Parce que la loi... Oui, mais ce parrainage n'est-il pas une version déguisée, dissimulée de la discrimination ouverte, imposée, subie par toute la grande classe politique lors des législatives du 28 avril dernier? Non, je n'aime pas cette lecture. Je n'aime pas cette lecture. Et c'est pourquoi j'ai dit que tout va s'ajuster, que rien n'est statique. Si aujourd'hui, j'attends d'abord qu'on organise les communales. Les communales, si l'opposition arrive à arraser la majorité pour toute formation politique, son objectif c'est ça. Au niveau des sièges, au niveau communal, on ne peut pas dire, on ne va pas leur refuser. Du moment où il y a déjà eu le statut de l'opposition qui permettait de les protéger. Parce que c'est ce que nous créons. Non, nous n'allons pas craindre, parce que regardez dans le monde entier. Oui.
rien n'est stable et tout, c'est-à-dire que Tout est dynamique, on est d'accord. tout est dynamique Oui. et tout est remis en cause. Oui. Dis-moi, à quel endroit où la philosophie qui gouverne ce pays-là n'est pas remise, n'est pas à l'épreuve? Partout, tout est à l'épreuve. Donc, pour moi, c'est de réfléchir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça suppose quoi? Ça Gustave suppose Despossono, le tout nouveau code électoral est censé corriger les couacs, les is, les ronces de l'ancien code électoral qui a été à la base de la charte des partis politiques qui ont été, j'allais dire, à la base des soulèvements du mai dernier et autres, d'abord de la qualité des législatives du 28 avril. Vous n'êtes pas sans le savoir. Maintenant, si on en vient à un nouveau code, on devrait normalement corriger toutes ces erreurs. Mais ça a été corrigé. Et non en créer davantage. Non, ça a été corrigé. La charte, ce qui a créé, c'est quoi? C'était que les partis politiques n'ont pas eu le certificat de conformité. Le certificat de conformité n'était rien d'autre qu'une situation transitoire. Maintenant, on n'en parle plus, certificat de conformité. Donc, vous créez le parti, vous remplissez les conditions, vous êtes légalement. Le code, ce qui a créé problème avant, c'était que c'était pratiquement impossible aux formations politiques de corriger les dossiers une fois déposés. Et je crois que ça a été corrigé dans le code. Maintenant, les nouveautés qui créent problème aujourd'hui, où on estime que ça crée problème, c'est le système de parrainage. C'est tout. Maintenant, bon, dis-moi le encore. système de parrainage reste une barrière, maintenant, rigide, vous n'êtes pas le seul à savoir. Oui, une barrière rigide pour d'autres candidats. Quand on prend la loi fondamentale, Ils savent déjà que voilà, il leur est en griffe impossible d'aborder telle ou telle échéance. Non, rien n'est impossible. C'est ce que je vous dis, rien n'est impossible. Puisque le système de parrainage aura pour base ces deux choses. Il y a d'abord les élections communales de 2020. Deuxième chose, le statut de l'opposition. Ne dissociez pas ces deux choses-là. Le statut de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, Et puis, l'opposition a raté une chance, selon moi, lors du dialogue politique. Laquelle? Lors du dialogue politique. Oui. Ils auraient pu négocier. L'opposition n'a jamais refusé de prendre part au dialogue politique. C'est plutôt le gouvernement, non, je ne parle pas qui a précisé déjà les conditions. Les conditions étaient lesquelles? Il fallait être parti officiellement, parti reconnu. Alors, et puisque les 16 opposants radicaux n'ayant pas obtenu le certificat de conformité, ils ne sont plus, vous le savez, considérés comme parti officiel au Bénin. Mais c'est normal. Alors, c'est normal. Donc, ils ne se sont pas exclus du dialogue politique. J'en viens là. Mais on va accueillir Gustave Despossono, on va accueillir Corneille Haïssé. C'est vrai qu'on a beaucoup de points encore à aborder. On va accueillir Corneille Haïssé pour ces 12 minutes que je décrivais, que je qualifiais de très intéressantes et bien infernales. Le 12 minutes, c'est maintenant. Infernal. Corneille Haïssé. Tu m'as averti. Je connais. Il m'a averti. Mais lui qui a sorti le bon nom, c'est pas moi. Alors, bonjour Corneille. Bonjour Loris, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour monsieur Corneille. Ministre Despossono, Gustave, vous avez participé à la gestion de Boni Yayi. Vous étiez parmi les hommes de main de Boni Yayi, les prototypes, les tout premiers collaborateurs de Boni Yayi. Aujourd'hui, sa gestion sur les 10 ans fortement critiquée. On parle de beaucoup de scandales, la cabégie financière et tout le reste. Est-ce que vous vous retrouvez à travers ces critiques? Non, d'abord, je ne sais pas ce que vous mettez dans les hommes de main. Deuxième chose, vous avez dit les tout premiers, parce que les tout premiers, ça peut avoir plusieurs sens. Les tout premiers... Les premiers proches, les plus rapprochés du président, voilà. Bon, vous savez, Dr Boni Yayi a travaillé pendant 10 ans. J'ai eu à l'accompagner pendant les 2 dernières années. Et seul Dr Boni Yayi, le président de la République, est l'élu du peuple. Il peut faire appel à qui il veut pour l'accompagner. Donc c'est lui qui endosse l'entière responsabilité. Et il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent. J'ai l'habitude de dire, le tout ne suffit pas de se mettre à dire cabégie, ceci.
c'est de démontrer. Et qu'il y ait les procédures. S'il y a les procédures, bon, il n'y a pas de problème. Et vous savez, j'ai aussi l'habitude de dire aussi aux gens que lorsque vous participez à une gestion publique, ce n'est pas aussi facile. Vous ne pouvez jamais vous dire que vous êtes clean. Non, parce que vous n'êtes pas seul. La secrétaire qui vous accompagne, vous ne savez pas quels sont les actes qu'elle pose derrière vous. Mais ce que vous avez apporté à ce régime sur les 2 ans dont vous parlez, est-ce que vous en êtes satisfait? Moi, je suis satisfait. Et pendant que j'étais en fonction, je me vertuais à faire autant que possible ce qu'il faut dans les règles de l'art et autant que possible en suivant la législation. D'accord. Alors, parlant maintenant de vos relations avec l'ancien président Boni Yayi, puisque vous l'avez, je dirais simplement que vous avez apporté quelques éléments tout à l'heure, mais aujourd'hui, que pensez-vous concrètement de l'homme? Est-ce que ce qu'on lui reproche aujourd'hui, surtout lors de la période post-électorale et autres, les derniers événements malheureux des 1er et 2 mai, est-ce que Boni Yayi en est-il réellement capable? Je ne suis pas juge, je ne saurais vous le dire. Vous avez côtoyé l'homme, vous le connaissez très bien. Non, je dis, je ne suis pas juge. Alors, que pensez-vous de ce qu'on lui a reproché? Et même le juge a l'obligation de mener des enquêtes avant de conclure. Donc, jusque-là, personne n'a mené une enquête pour dire qu'on puisse conclure. Non, vous savez, docteur Boni Yayi, et chacun a sa particularité. C'est quelqu'un qui fait un peu du populisme et par rapport à cette situation, vous êtes d'accord avec moi qu'il a eu à prendre des positions publiques. N'oubliez pas des événements, donc d'abord la création du CDD, Coalition pour la défense de la démocratie, à Djefa. On connaît les leaders, et la prise de position. Et puis à Tantopa, et après, je crois par rapport à ça, les jeunes, c'est tout à fait naturel que les jeunes, en voulant chercher peut-être par rapport à qui il faut s'adosser, ont trouvé des leaders, un leader, bon, je vais dire des leaders, puisque... Sur ces derniers agissements, est-ce qu'on peut lire certaines dérives, c'est bien cela ou... Non, j'ai dit, je ne suis pas juge. Et je n'aime pas porter de jugement sur des aînés. Ah oui. Difficilement, vous n'arrivez pas à sortir les mots quand il s'agit de Boni Yayi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est de grandes personnalités. Et quelle que soit la situation, nous allons faire tout c'est-à-dire que pour conserver tout ce que... N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Parce que personnellement, en 2016, je suis allé le voir, on a échangé et j'ai donné ma position. Donc c'est pour ça que je suis très à l'aise. Lorsque les gens pensent que bon, je l'ai abandonné, il pourra vous dire non, je l'ai compris. Il a été clair. On évolue dans nos vagues de questions. On parle maintenant des violences post-électorales. Vous avez déclaré sur une télévision publique le dimanche 2 juin, je ne vais pas forcément citer la chaîne, je cite vos propos, s'il y a eu de violence, c'est parce que les acteurs politiques n'ont pas voulu respecter les tests de la République. Vous parlez de quel acteur politique? Non, vous êtes sûr que c'est moi? Bien sûr, sur une télévision de la place. Non, je ne crois pas. Paru dans les journaux également. Non, ça ne peut pas. Dans l'événement précis, par exemple. Non. Du 5 juin non. 2019. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse venir exactement de moi. Mais je vous cite en ces termes. Le passage, s'il y a une violence, c'est parce que les acteurs politiques n'ont pas voulu respecter les tests de la République. Non. Je sais que par rapport au test de la République, pas nécessairement au test de la République, il y avait la charte des partis politiques et le code électoral. Et pour ces deux documents, tous les partis politiques ont eu des problèmes. Même au niveau du bloc républicain, au niveau du bloc progressiste, etc., on n'était pas totalement exempt. Je crois, vous connaissez la polémique
que la Sénat a alimenté en son temps, Bien en plus tard, parlant de, etc. Ça veut dire que tous les acteurs politiques ont été mis à l'épreuve par rapport aux tests. Maintenant, s'il y a eu violence, je ne peux pas, comme je vous l'ai dit, seul le juge peut qualifier pour dire telle chose. D'accord. Alors, la 8e législature, Oui. La 8e législature a de lourdes responsabilités de rassurer le peuple. Vous reconnaissez Ça je l'ai dit. Voilà. Oui, Lourdes responsabilités de rassurer le peuple, Ah oui. vu les conditions dans lesquelles elle a été élue. Ça, Pensez-vous que les députés de cette législature jouent-ils réellement leur rôle aujourd'hui quand nous avons un Parlement monocolore? Bon, on n'est pas encore entièrement satisfait. Mais je continue toujours à leur rappeler qu'ils ont eu lourde responsabilité. Et n'oubliez pas que j'ai dit la même chose par rapport à la 7e législature, où je disais que la 7e législature aussi sera une législature de transition et qu'ils ont eu une lourde responsabilité également. Et vous êtes d'accord avec moi, les différentes lois qui sont incriminées aujourd'hui, ces lois ont été votées par la 7e législature. D'accord. Alors, au regard, et bien sûr, de la gestion de Patrice Talon aujourd'hui, et ça, c'est des questions qui sont fermées. C'est juste oui, c'est juste non. Non. On va rester dans cette vague de questions. Questions un tout petit peu fermées, c'est juste 3 questions. Il n'y a jamais de questions adressées à un homme politique. Monsieur le ministre, c'est juste pour changer un peu le coup de débat. On restera dedans simplement et puis vous aurez du temps de justifier plus tard. Alors, dites-nous d'abord, le peuple a-t-il fait le mauvais choix en 2016 à travers l'élection de Patrice Talon? Je ne saurais apprécier. Non, mais c'est juste aujourd'hui quand même, vous êtes partisan de ce régime. Pourquoi vous avez des réticences à donner une réponse à cette question? Non, puisque c'est une question fermée. Et si je donne une réponse, on dira. Et puisque, quelle que soit la réponse qu'on aura donnée, que ce soit oui ou non, c'est que ça doit être suivi de justification. Mais si vous ne me permettez pas de justifier, je préfère ne pas donner une position. Non, mais ça dans va tous les cas. Non, dans tous les cas. Tout choix a ses avantages et ses inconvénients. Tout choix a ses avantages et ses inconvénients. Le souhait, c'est qu'on puisse c'est-à-dire faire des choix optimaux. En recherche opérationnelle, nous définissons la solution optimale comme étant la solution la meilleure possible. Bon, maintenant, il faut faire toutes les expériences. Ce choix a été optimal en 2016? Mais justement, il faut faire toutes les expériences d'abord avant de conclure. Et nous sommes pratiquement, on a dépassé la moitié du mandat. On est déjà à plus de 3 ans. Ce que j'appelle... Est-ce qu'aujourd'hui, il faut forcément... Oui. Si je prends le deuxième tour, il y a, je crois, ça a opposé le président, son excellent Patrice Talon, le président Lionel Zinsou. Nous n'avons pas vu le président Zinsou à l'épreuve pour qu'on puisse apprécier, pour dire que le choix du président Talon n'est pas judicieux ou est judicieux. Quand même, au regard de ce qui est fait, on peut déjà apprécier au regard de ce qui est fait sur les 3 ans. Non, on va apprécier par rapport. Il y a eu beaucoup de réformes, non, au plan politique, au plan économique et autres. Le président, j'ai dit, si c'est par rapport à ça, le peuple ne s'est pas trompé. Au contraire, le peuple, je dirais que ce sont les acteurs politiques. D'accord. Qui n'ont pas su éclairer. Mais vous, personnellement, monsieur le ministre, de 2016 à maintenant, êtes-vous satisfait du bilan? Personnellement? Pas entièrement. Pas entièrement. Alors, la fermeté de Patrice Talon dans la conduite de ces réformes, est-ce que cela ne se révèle pas parfois être un peu nuisible à sa projection? En toute chose, et surtout en politique, la fermeté n'est pas toujours la voie idéale. Oui. Et quand on applique maintenant la gestion de Patrice Talon, sa posture sur les réformes? Donc, à un moment donné, le peuple, surtout au plan africain, nous avons besoin d'une fermeté pour avancer. Parce qu'actuellement, pour ça, je peux dire que je suis entièrement d'accord avec lui. Sur ce plan,
aujourd'hui, on craint certaines choses pour dire, ah, si c'est telle chose sous lui, je ne suis pas dedans. Donc, cette fermeté permet effectivement d'avancer quelque part. D'accord. Si aujourd'hui on vous propose un poste ministériel, qu'est-ce que vous auriez choisi? Donc, je vous ai déjà dit que je suis que je n'ai aucune ambition politique. Donc, je suis totalement indifférent. Ouais. Totalement indifférent. D'accord, mais c'est pour ça que vous ne voyez pas... Quand vous affirmez de vous comme ça que vous n'avez pas d'ambition politique, oui. Est-ce que cela ne pose pas un problème au sein de votre bloc aujourd'hui? Est-ce que vous êtes... En quoi se résume votre militantisme à ce moment? Non, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. L'ambition politique dont on parle, c'est quoi? S'il y avait une ambition politique, j'aurais pu forcer pour aller aux élections, pour être candidat. Au fait, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je salue, par exemple, la réduction du nombre de mandats à 3. Et j'aurais aimé que les députés aillent plus loin pour revenir à 2 mandats, et pas seulement pour les postes électifs, pour tout poste nominatif. C'est-à-dire que pour que nous puissions permettre à chaque génération qu'il y ait de rotation, ensuite renouvellement, et ça va permettre à chaque génération de s'occuper de ces problèmes. Et ça va réduire les différents facteurs. Merci, monsieur le ministre. Quelques secondes simplement, pour parler un peu. Oui, quelques secondes. Le ministre Gustave dépose son nom, la vie privée. Juste un détail, n'importe lequel. Non, la vie privée, sur quel point? Je l'ai dit à mon ami tout à l'heure, c'est un peu vague. C'est terminé, on aurait bien voulu en apprendre sur cette vie privée, justement, apprendre de savoir si le ministre est un polygame, est-il marié légalement, est-il allé devant le maire, le prêtre, le pasteur, c'est pas bien grave une autre fois. Merci, Corneille. C'est vraiment infernal. Alors, M. Gustave dépose son nom, on va poursuivre justement dans le dimanche politique, encore 2 à 3 points avant la grande conclusion. J'aurais voulu vous en arracher davantage sur la pertinence maintenant des différentes innovations liées, inhérentes aux différents tests de loi. J'étais en train d'aborder un point, par exemple, oui. La limitation des mandats. Et je dis, mon souhait, c'est que la limitation des mandats, on puisse aller loin. Ramener à réduit davantage 2. Et non seulement pour les postes électifs, mais tous les postes nominatifs. Wow. C'est-à-dire, on vous nomme directeur, vous avez 5 ans, renouvelable une seule fois, vous êtes bon là, vous devez aller ailleurs. Sinon, ça devient de la routine. Et de cette façon, parce que vous voyez, de plus en plus, on est nombreux. Et c'est pour ça que quand moi je parle d'ambition politique, si je devais avoir des ambitions politiques, je vais bloquer certaines personnalités de chez moi. Oui. Et ça va créer plus, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a plus d'alliances à l'époque. Donc aujourd'hui, la limitation du nombre de mandats, comme je le dis, ça va participer à une rotation des responsabilités au sein des cadres. Ensuite, à un renouvellement également de la classe politique, des structures. Et ça va permettre à chaque génération de s'occuper de ces problèmes. Qu'est-ce que je veux dire? Et éviter la guerre de génération. Oui. Regardez, depuis 1990, il y a des gens qui sont députés et qui sont toujours là. Oui. Vous pensez qu'ils auront les mêmes pensées qu'aujourd'hui? Il y a des gens, comment appelle-t-on, qui ne savent pas toucher l'ordinateur, mais aujourd'hui, sans l'ordinateur, vous ne pouvez pas grand-chose. Et nous, quand on était chaud là, on n'utilisait pas portable. On a commencé par utiliser portable. Moi, par exemple, avec mes enfants, je disais, il faut avoir le bac avant que je vous achète portable. En 2005. En 2014, j'ai ramené ça à la classe de 3e. La fille qui vient d'avoir le CP, elle était obligée de lui trouver. Vous en exigez déjà. Ah oui. Donc, c'est pour dire que les choses ne sont pas statiques et stationnaires. Oui. Et que la limitation des mandats, on doit même poursuivre, ramener à 2. Si vraiment là, en 10 ans là, on vous nomme directeur, ou bien vous êtes élu maire, et que en 10 ans là, vous n'avez pas pu faire quelque chose, laissez quelqu'un d'autre continuer. C'est pour ça que moi je dis,
je n'exige pas, mais je n'abandonne pas la lutte. Parce qu'il faut être là. La loi fondamentale, s'il oui. faille la modifier encore, qu'est-ce que vous auriez voulu corriger? Qu'est-ce qui vous paraît peu pertinent dans les différents détails apportés, différentes innovations apportées à la loi fondamentale? Non, pour le moment, je n'ai encore rien trouvé de bizarre où il faut exiger qu'il faut vraiment faire cela. Je note souvent qu'il y a polémique autour du poste de vice-président. Le duo présidentiel. Le duo présidentiel. En quoi est-ce utile? En quoi est-ce nécessaire? Enfin, Non, maintenant. c'est ce que je vous dis. Pourquoi voulons-nous qu'on puisse faire comme les autres? C'est une innovation et qui fera école demain. Et il faut innover pour corriger Eh bien, certaines bien sûr. erreurs du passé. Il ne faille pas innover pour en créer Mais davantage. c'est ce que je vous dis. Le problème, c'est quoi? Nous avons un régime présidentiel. Ça veut dire que c'est le président de la République qui est fort. Maintenant, on veut innover pour trouver un vice-président. Mais Mais on ne le rend pas fort. le vice-président n'affaiblit pas du tout le pouvoir du président. Justement, c'est ce que je dis. Parce que si le vice-président va venir affaiblir le pouvoir du président de la République, c'est que vous êtes en train de rentrer dans un régime parlementaire. Ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on a fait une innovation. L'innovation, Mais le c'est... vice-président ici, le nôtre, je veux dire, n'est qu'un garage, n'est qu'un autre poste. Non, ce n'est pas du tout. N'est qu'un moindre poste. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas Pour du ce qui tout. revient de Si vous observez ce qu'on bien- a de la définition. Non, si vous Des observez... prérogatives et Non, des non, attributs. Non, si vous observez bien, pour toutes les élections communales, municipales, législatives, quand vous êtes candidat, vous avez un suppléant. Pourquoi c'est comme ça? Sauf l'élection présidentielle où le président de la République n'a pas de suppléant. En fait, c'est l'innovation dont je parle. Ce n'est qu'un suppléant. Pourquoi vous ne trouvez pas que il y a des suppléants depuis 1980? Le président Non. a des ministres forts, a des ministres d'État, non, le président a des conseillers techniques et spéciaux. Si on s'entend et on veut conquérir le pouvoir et que tu as accepté être vice-président, tu connais déjà le rôle, tu n'as pas à te plaindre. Ça veut dire que c'est le suppléant. C'est ce que je note, c'est le suppléant. Et pour ce qu'on sait de notre Bénin que vous savez, est-ce que cela ne va pas générer d'autres combats en sourdine, Ça ne devrait pas d'autres générer, combats de coulisses? c'est- Le vice-président ne sera-t-il pas tenté au bout de quelques années de goûter au fauteuil présidentiel? Non, justement, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas le vice-président dans le même contexte que dans les autres pays. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une innovation qui fera certainement école. Et je trouve un peu génial qu'on a eu à dire que, bon, il va être au moins le grand chancelier. Ça veut dire qu'il ne se repose pas. Mais pourquoi personne ne s'est plaint des différents suppléants qui n'ont jamais siégé? Vous savez qu'il y a des députés qui sont à l'Assemblée depuis... Parce qu'ici, après élection présidentielle, oui. le vice-président est élu au même titre que le président. Il n'y a pas pourquoi test ne définit pas, au fait, un quota à avoir par le vice-président avant d'être vice-président. Vous savez qu'il y a des maires qui sont... Vous savez qu'il y a des maires qui sont maires depuis 15 ans, non? Gustave Despoussonon, pourquoi leurs suppléants sont là-bas et ne font rien? Mais pas avant de vous poser cette dernière ou ces deux dernières questions. Vous savez, vous l'aurez constaté avant de rallier notre siège à Eden TV, vous l'aurez constaté, hein, c'est toute une affluence monstre qui prévaut devant les stations-service, et ceci justement dû à la hausse du prix de l'essence de contrebande, notre payeur national. Et là, nous nous disons encore résilients vis-à-vis du Nigeria qui nous a fermé ses frontières terrestres. Sommes-nous encore résilients? Et jusqu'à quand? Pour combien de semaines encore? Non, j'ai toujours l'habitude de dire les questions diplomatiques, il ne faut pas les aborder sur des plateaux de télévision. Parce que vous n'avez jamais la vraie version non, mais il y a une forte portée sociale qu'il faut aborder. Bien sûr, bien sûr. Non, le problème que ça pose par rapport à cette pression sociale, c'est que, ça suppose que nous n'avons pas encore une couverture en infrastructure suffisante pour le carburant et que nous n'avons pas encore mesuré toute la portée du secteur informel. Et mon souhait, c'est que
par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui, habituellement, en temps normal, s'approvisionnaient au niveau des stations, que ceux-là, on puisse les fidéliser pour qu'ils ne subissent pas la situation actuelle comme les autres. Mais maintenant, comme je l'ai dit, ça nous sort les insuffisances que nous avons. Et ça nous sort les insuffisances, c'est quoi? C'est que même à Cotonou, nous n'avons pas encore une couverture suffisante pour le carburant. Et qu'il faille travailler fortement pour le faire. Oui, mais est-ce qu'il ne faille pas travailler davantage pour réchauffer les relations avec le voisin de l'Est? Je crois que les pour enfin ouvrir les frontières et... Les dirigeants ne dorment pas. C'est vrai, il y a eu... Ce n'est pas ce que je vais dire ici qui va faire chaud là, donc c'est pourquoi je dis que oui. Le problème, c'est que si vous ne maîtrisez pas tous les contours, et en diplomatie, vous ne pouvez jamais maîtriser tous les contours. C'est pour ça que je n'aime pas trop faire de commentaires, et je suppose que les dirigeants ne dorment pas. Eux-mêmes, ils voient. Les dirigeants dorment quelque part, ils quittent quelque part. Ils sont à côté de nous, nous vivons avec eux. Ils sont gênés. Ils ne dorment même pas. Mais ils ne font pas la queue, ils ne font pas le rang. Non, mon frère. Pour prendre du carburant non, aux stations. Ils souffrent moralement plus que toi. J'ai été responsable. Il y a des moments donnés où jusqu'à 3 heures du matin, tu ne dors pas. C'est pour ça que je parle de la pacification du pays. Ah oui. Ah oui. On ne dirait pas. Non, vous pensez qu'ils ne dorment pas. Tu es ministre à l'étape actuelle et quand tu vois ça, tu rentres chez toi, tu ne peux pas dormir. Gustave Desposonons, c'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Politique. Nous avons beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder. Le temps est très vite passé. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je vais réitérer les mêmes mots. La pacification du pays. Et ça va passer par le pardon. Qu'on accepte le pardon pour avancer. Oui. Et que rien n'est statique. Dans la vie, rien n'est statique. Et qu'il faut faire des expériences pour pouvoir tirer des leçons. Si vous ne faites pas d'expérience, vous ne pouvez jamais tirer de leçons. Et qu'on commence par se faire un peu confiance. Parce que je regrette une chose. Après 30 ans de vie démocratique, je n'aurais pas souhaité qu'on se dise, pour changer de régime, qu'il faut toujours recourir aux mêmes méthodes d'insurrection, etc. Parce qu'en Afrique, vous allez constater que c'est à ça que nous assistons. Oui. Et c'est ça qui amène les violences. Ah oui. Technique, sinon je dirais très technique, très stratège et subtil. L'ancien ministre du docteur Boli Yayi reconnaît ne pas avoir trahi sa famille politique FCBE, mais plutôt l'expression d'une conviction préalablement exprimée. Gustave Desposonons s'est refusé de porter quelque jugement que ce soit au mandat de son ancien patron Boli Yayi. Idem pour le régime en place, mais sa grande prudence politique ne l'a pas empêché d'affirmer sa presque insatisfaction face à certains détails liés aux réformes du gouvernement Patrice Talon. Gustave Desposonons, franchement, merci pour nous avoir accordé ces précieuses minutes ce dimanche. À très bientôt pour d'autres détails, pour d'autres lectures de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin. Merci beaucoup. C'était Dimanche Politique. On se retrouve dans une semaine avec tout un autre personnage pour lire, décrypter et appréhender autrement l'actualité au Bénin. Bonne journée.